Nous recevons aujourd'hui le colonel Fabrice Spinetta, commandant la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. Colonel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur NC News. Alors, vous quittez le territoire après 3 années de bons et loyaux services, si on peut appeler ça comme ça. 3 années donc sur le territoire qui vous ont permis notamment d'expérimenter les 2 référendums et aussi de vivre la crise de l'usine du Sud et évidemment d'autres remous habituels en tant que commandant de la gendarmerie. Alors, si on pouvait revenir tout d'abord sur les dossiers emblématiques que vous avez portés, quels sont-ils? Alors en fait, parmi tous les dossiers que j'ai été amené à traiter, il y en a vraiment 3 qui ont, qui ont une complexité très importante. C'est d'abord l'entrée des gendarmes sur le territoire en ambiance Covid. Le second, c'était la sécurisation du 3e référendum, bien évidemment. Et enfin, la construction et puis l'installation dans les nouvelles casernes. Alors, s'agissant du premier, c'est un casse-tête sans nom. De faire venir, donc, les gendarmes militaires. pendant les 2 premières années. Au total, j'ai comptabilisé 3300 personnes quand même sur 2 ans. Alors, ça va vite, hein. On reçoit des gendarmes mobiles tous les 3-4 mois, à raison de 350 personnes. Et tous les étés, on reçoit entre 250 et 300 personnes en comptant les militaires et leurs familles. Donc en fait, c'est un volume de personnes important à faire entrer sur le territoire. En ambiance Covid, c'est particulièrement compliqué. On l'a vu avec tous les débats que ça pouvait susciter. Voilà, parce qu'en fait, il fallait s'assurer qu'on respecte les protocoles, qu'on ne fasse pas rentrer le virus sur le territoire. Donc on s'y employait en bons élèves. Et puis, il fallait, malgré ce que ça pouvait comporter de contraintes sur le quotidien, assurer la continuité du service public. Donc, c'était pas tout de dire c'est bon, on respecte le protocole, mais il faut quand même continuer à courir après les voleurs sur le territoire et instruire des enquêtes. C'était par rapport aux personnes habituelles. Enfin, il n'y avait pas vraiment plus de personnes qui venaient, mais c'était juste la complexité en plus d'assurer le... Oui, alors, habituellement, il y a certaines questions qu'on ne se pose pas. Déjà, d'avoir des avions pour pouvoir faire venir les gens. Donc, là, il y avait une restriction particulière, hein, c'était du compte-gouttes. La seconde, c'était de pouvoir disposer de structures d'accueil pour les personnels sur Nouméa. Là, c'est pareil, il n'y avait pas pléthore. Et puis, il y avait que la province sud qui nous permettait de faire rentrer du monde. Est-ce qu'ils n'étaient pas à l'hôtel, hein, comme n'importe quel civil? Certains étaient à l'hôtel, hein, et on a également valorisé nos structures militaires de façon à ne pas peser sur l'entrée des Calédoniens. Donc il a fallu jongler avec toutes ces problématiques en assurant le quotidien aussi. Très bien. Et pour ce qui est de la sécurisation du référendum, là aussi, plutôt une belle réussite, non? Sachant qu'il n'y a pas eu de débordement finalement, avec un dispositif assez conséquent, notamment pour le 3e. Oui, effectivement, donc là c'était un dossier majeur. Je crois que depuis les années 80, on n'avait pas vu autant de gendarmes arriver en Nouvelle-Calédonie. 1500 en plus, hein, pour... Voilà, donc... habituellement, on tourne à 350 gendarmes qui arrivent tous les 3 mois. Et là, en un temps assez contraint, il fallait accueillir 1500 gendarmes pour assurer la sécurité du référendum. Donc il ne s'agit pas de les faire venir. Enfin si, il faut trouver des avions. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas été simple en ambiance Covid. Ensuite, il faut les accueillir, il faut les loger. Et puis il faut leur donner du matériel pour qu'ils soient le plus actifs possible, ou qui rendent le service pour lequel on les a conviés. Donc c'était un enjeu majeur. Et donc il a fallu planifier tout ça, assurer la mise en route, et puis ensuite céder la place au général Marietti qui venait pour commander la manœuvre. Et il me semble que la manœuvre qui a été conduite par la gendarmerie a été exemplaire. Et ça, c'est une fierté, j'imagine, pour vous d'avoir participé de ce mécanisme et d'avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas eu de couac. Oui, bien sûr. Hein. La gendarmerie était attendue quand même pour assurer la sécurité du territoire. Certains ont même dit d'ailleurs que c'était musclé quand même, que ça dissuadait pas mal. C'était l'objectif, j'imagine. Je ne sais pas si c'était musclé. Je suis assez ravi d'apprendre que en fait, c'était dissuasif parce que le but, c'était de s'assurer que le vote se passe en parfaite sincérité, en parfaite sécurité. La gendarmerie n'a pas lésiné en fait, hein, sur les moyens. On a dépensé près de 50 millions d'euros pour que tout se passe bien, en matériel et puis en frais divers.
Donc en fait, il y a eu un gros effort manifeste de mon institution pour favoriser le bon déroulement de ce référendum. Très bien. Et le troisième sujet, je me rappelle plus ce que c'était. Le troisième sujet, ce sont les nouvelles casernes. Donc ces derniers mois, nous avons investi 3 nouvelles casernes. La première, c'est le PSIC d'Eva, le peloton de surveillance à cheval de Deva Bourail, qui avant était basé à Népouy. Donc là, on a déménagé 3 familles, donc ça se passait bien. Donc c'était un petit peu plus problématique, c'est le déménagement de Dumbéa, de Coutio à Pogoti, puisque là, en fait, on avait plus d'une trentaine de familles à faire déménager. Et là, actuellement, donc, on est en plein déménagement de Pont des Français jusqu'à la caserne de Saint-Michel. C'est assez complexe à régler, donc c'est comme si on investissait une nouvelle maison par un particulier. C'est quelque chose qui n'est pas si fréquent finalement dans la vie d'une gendarmerie, de changer de bâtiment aussi souvent. Dans ma carrière, j'ai souvent lancé des dossiers de construction, et je savais que les casernes seraient construites 10 à 15 ans plus tard. Donc là, j'ai la chance d'en avoir vu 3 se construire pendant les 3 ans, ce qui est vraiment exceptionnel. Et je pense qu'on peut être fier du travail qu'on a fait à cet égard, parce que donc déjà, on a réussi à inaugurer dans de bonnes conditions, à assurer également la continuité du service public, et à pas créer trop d'anxiété pour les familles qui arrivaient dans un nouvel espace. Très bien. Alors ça, j'imagine que ça fait partie de vos plus grandes réussites, ouais. À moins qu'il y en ait d'autres. Est-ce que vous avez en revanche connu des déceptions? Non, oui. Des choses que vous auriez voulu mener à terme et qui n'ont pas pu se réaliser? Alors ça, c'était plutôt mes dossiers emblématiques. Alors, les grandes réussites, bon, tout à l'heure, vous parliez de la prise de commandement. Dans des circonstances vraiment très très particulières l'an passé. Oui, on rappelle que vous aviez remplacé un colonel qui avait été démis de ses fonctions après des révélations. Voilà, donc ça se fait pas en claquant des doigts. Il s'agit de rassurer, de conforter, de redonner de la confiance à tout le monde. Donc il a fallu quand même quelques semaines pour relancer la machine. Dans un contexte très particulier, on était à 4 mois du référendum. Donc il a fallu à la fois convaincre en interne, redonner de la confiance sur le commandement, et puis également se mettre prêt à être face à nos enjeux de sécurité, de sécurisation du 3e référendum. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Le fait que vous étiez déjà de là depuis quelques temps, et puis vos compétences, j'imagine, mais comment vous avez réussi à convaincre finalement qu'il fallait que ce soit vous? Moi, j'ai rien convaincu du tout. J'étais très surpris d'ailleurs que me confie le commandement, agréablement surpris. Je pense qu'il faudra le demander à mes chefs, et je pense qu'ils ont eu confiance aussi dans la personne que j'étais. Et la réussite, je la mesure plutôt à l'aune des gens que j'ai autour de moi, avec lesquels j'ai eu le sentiment qu'ils ont eu le plaisir de travailler avec moi, et c'était réciproque. D'accord. Et alors sinon, le deuxième sujet de réussite, c'est la professionnalisation à la gestion de crise. Donc c'est quoi la gestion de crise? C'est gérer des crises. Le gendarme au quotidien est amené à effectuer ce genre de mission. Il y a quelque chose qui est anormal dans le déroulement du quotidien. Et à son petit niveau, il essaye de remédier à la situation. Alors, dans des structures aussi complexes que les nôtres, et puis sur un territoire aussi complexe que celui-ci, ça se décrète pas, ça se prépare, il y a de la méthode. Donc, 2021, ça a été le réaménagement de toutes nos structures de gestion de crise, donc les outils de travail, les espaces, et aussi les méthodes, les process. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas du tout quand on est grand public. C'est le back-office. Le back-office. Voilà. Et ça nous a beaucoup aidé pour appréhender le 3e référendum, pour être au rendez-vous. C'est que tout le monde savait à quel endroit il devait se trouver en situation de crise. Tout le monde était assez accoutumé aux outils qu'on avait mis en place. Donc des outils technologiques pour mieux visualiser le terrain, donc beaucoup de cartographie, des moyens de communication également qui avaient été mis en place dans cette perspective. Donc là, je pense que ce sont pour moi les deux gros sujets de réussite au terme de 9 mois. Et les déceptions, alors, il y en a quand même eu? Déceptions à titre professionnel, je ne les partagerai pas. À titre personnel, ce qui m'a un petit peu
gêné sur ce territoire, c'est que j'aspirais à faire partager le bonheur d'un territoire aussi beau avec ma famille. Malheureusement, en fait, les circonstances, le contexte Covid et puis l'intensité de notre emploi peuvent favoriser les choses. Bon, ben voilà, c'est pas de chance. Je suis pas passé sur le territoire au meilleur moment. Néanmoins, faudra revenir. Voilà. En fait, le gros sujet de satisfaction, c'est d'avoir quand même contribué à écrire une belle page de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Très bien. Alors, quel bilan aussi globalement pour la gendarmerie sur ces 3 ans en matière délinquance? Vous qui avez vu l'évolution un peu en 3 ans, est-ce qu'on peut parler d'une amélioration, d'une stabilité? Est-ce qu'il y a des choses qui s'améliorent et d'autres qui empirent, si on peut dire? Oui, donc l'évolution de la délinquance, je dois dire en préambule qu'on n'est pas les seuls acteurs pour traiter la délinquance. On a énormément de partenaires, il n'y a pas que la gendarmerie, nous, on est la partie la plus visible, donc évidemment la sérigraphie, l'uniforme. Mais autour de nous, on a quand même d'autres services de l'État, le territoire, les provinces, les communes, le monde coutumier, les associations, les citoyens eux-mêmes. Donc il y a tout ce monde qui gravite autour de nous pour éviter justement qu'on ait de la délinquance. Notre métier à nous, c'est de dissuader les actes de délinquance et puis d'appréhender les auteurs de délinquance et de les présenter le plus rapidement possible devant la justice. Et les magistrats donc prennent ensuite des décisions éclairées. D'une façon générale, la délinquance sur ce territoire, je dirais qu'elle est stabilisée depuis 5 ans. On avait noté une forte évolution au début des années 2000 et depuis 2017, on est sur un plateau, au moins pour la zone gendarmerie. Me concernant, mon travail pendant ces quelques mois a été de scruter à la loupe la délinquance en fait très régulièrement. Qui est de plusieurs types, hein. Voilà, les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes. J'y reviendrai après, et puis ensuite de rendre compte régulièrement, hebdomadairement au commissaire de la République sur l'évolution de la délinquance et puis les stratégies que je mettais en place pour éviter qu'elle ne perdure, qu'elle ne flambe. Alors, je dirais que au regard de l'exercice qui vient de se passer en fait en 2021, moi, je constate que la gendarmerie ici sur le territoire est une institution qui travaille énormément, qui est au rendez-vous. Le taux de résolution, c'est-à-dire le résultat d'une enquête où l'auteur a été identifié, auditionné, le taux de résolution en délinquance générale est quand même particulièrement élevé. Il est de 65% sur l'ensemble des faits de délinquance. C'est quand on dit que c'est élevé, c'est par rapport à d'autres endroits en métropole, oui, par tout à fait. exemple. En fait, en métropole, je pense qu'il y a beaucoup de responsables régionaux, responsables départementaux qui en fantasmeraient en fait d'un taux de résolution comme celui-ci. C'est d'autant plus vrai en fait sur certains items, notamment le taux de résolution des atteintes aux personnes, qui est très élevé. On flirte avec les 90% en 2021. Là, cette année, j'ose pas parler des 5 premiers mois, mais on flirte avec les 100%, en fait, ce qui est quand même assez exceptionnel. Le taux de résolution des atteintes aux biens, quoiqu'à 40% en fait pour l'année 2021, reste à un niveau très très correct par rapport aux éléments de comparaison qu'on a en métropole. Quand on entend dire que vous intervenez pas forcément, c'est que de l'ordre du ressenti en fait. On voit qu'il y a une prise en charge vraiment effective. Je dirais qu'il peut y avoir des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est aussi le but du commandement, ou le rôle du commandement que de remettre les choses en place. Mais fort heureusement, en fait, je dirais sur l'ensemble des délits qu'on constate, les plaintes des victimes ne sont pas nombreuses. De mémoire, je crois que pour les quelques mois où j'étais aux commandes, si j'ai eu 5 plaintes en fait sur les 9000 crimes et délits qu'on a constatés, c'est le grand maximum. C'est le maximum. Donc il est possible qu'on ait des points qui ne sont pas satisfaisants, mais je dirais que globalement, le traitement de la délinquance me paraît particulièrement bien pris en compte. Alors efficace, je ne sais pas, mais bien pris en compte par les unités de gendarmerie. Un autre sujet, ce sont les violences conjugales. Donc on en a parlé. C'est un sujet conséquent en Calédonie. Hein. Voilà. Alors, pour le coup, la Calédonie se caractérise par un triste record, c'est celui d'être sur le podium national sur les violences conjugales. On est le premier territoire au regard du ratio nombre de victimes par nombre d'habitants. Donc c'est pas satisfaisant. La gendarmerie a évolué dans le cadre du plan Agir qui consistait à assurer un meilleur accueil aux victimes qui venaient déposer plainte.
Puis ensuite, on a fait en sorte d'évoluer à la faveur également du référendum avec les OPJ, les officiers de police judiciaire qui sont venus nous renforcer de façon à ce qu'on solde un certain nombre d'enquêtes qui étaient en souffrance et qu'on soit en capacité d'être beaucoup plus réactif et d'instruire avec célérité en fait les enquêtes de cette nature et surtout de veiller à bien mettre en sécurité les femmes, c'est d'ailleurs plus fréquemment ce cas-là, qui sont victimes de violences au sein du couple, au sein de la famille. Plus récemment, on a lancé une expérimentation qu'on appelle la plainte en mobilité. Ça consiste en quoi? Alors, c'est très simple. Habituellement, notre façon de procéder, c'est de demander à la victime de venir à la brigade de façon à ce qu'elle soit entendue. Alors, pour certaines, c'est un petit peu compliqué en fait, de se déplacer. On a donné à nos enquêteurs un ordinateur portable et un moyen également de pouvoir, en toute sécurité, donner la procédure à une personne qui souhaite porter plainte là où elle le souhaite. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus agile sur notre mode de fonctionnement. Donc, on est passé d'une posture assez fixe, assez figée, à une posture où on est beaucoup plus modulable sur le recueil de la plainte, ce qui nous permet également d'avoir un niveau de recueil de plainte qui se rapproche certainement, et c'est notre souhait, de la vraie délinquance ou des vraies atteintes aux personnes dans ce domaine-là. Bon, indéniablement, il reste quand même du travail à faire là-dessus, mais une fois de plus, nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de partenaires qui sont à prendre en ligne de compte. Et voilà, on sent que c'est vraiment une priorité, là, en tout cas depuis quelques années, de mettre oui, c'est très très clair. Le paquet dessus. C'est pas une priorité d'ailleurs, c'est la priorité. Sur la feuille de route qui m'a été transmise par le haut commissaire de la République, j'imagine qu'il avait reçu la même de la part du Premier ministre. Donc les violences intrafamiliales, c'est la priorité numéro 1. Voilà. Vous me demandiez également les escroqueries. Est-ce que c'est un phénomène qui existe ici? Bon, oui. Mais ici, il n'est pas en augmentation, non, ça va. Alors en fait, c'est un phénomène embryonnaire et qui s'exprime notamment sur Internet de plus en plus. Ça correspond à 3% en fait, de notre délinquance. En fait, c'est pas très très élevé. Et le taux de résolution pour ces faits-là est de 2 cas sur 3. Donc on arrive quand même à solutionner assez aisément. Les délits, les escroqueries qui s'effectuent sur Internet, on n'a pas forcément la localisation des délinquants sur le territoire. Donc ça impose des investigations à l'international qui sont parfois assez complexes. C'est pour ça qu'on a décidé de maintenir une cellule de cyberdélinquance en fait, sur le territoire, de façon à traquer les délinquants, à instruire les enquêtes utilement et à pouvoir retransmettre des informations utiles en fait, aux magistrats pour qu'ils l'orientent vers les services compétents. Le dernier point, au niveau de la délinquance d'une façon générale, et puis de notre action, c'est la lutte contre l'insécurité routière. Là encore, ce que je constate, c'est un travail colossal des gendarmes qui se heurtent à une prise en compte peut-être pas satisfaisante encore sur le territoire. En métropole, on est sur la résolution de masse en fait, des infractions au code de la route. Ici, le territoire n'y est pas encore accédé. Juste pour vous donner quelques chiffres en fait, qui témoigneront de notre action, 2021, c'est 36 000 dépistages d'alcoolémie qui ont été faits, 23 000 infractions qui ont été relevées, dont près de la moitié liées à la vitesse, mais 1500 liées à l'alcool et 1500 liées à un défaut de permis. C'est énorme, non? Oui, au prorata de la population, ça reste quand même relativement important. Donc la verbalisation pour nous elle est stable et on est présent quand même assez régulièrement, mais à toute heure du jour et de la nuit on a des gens qui circulent alcoolisés ou non détenteurs du permis de conduire. Donc les enjeux sont là, il y a une forte action à faire pour éviter qu'on ait 50 morts sur les routes chaque année. Ça a du mal à descendre quand même, hein. On est toujours à peu près... En fait, c'est normal, puisque il y a très peu de choses qui sont faites. On compte uniquement sur la verbalisation. Il n'y a pas que ça comme solution. Mais il y a quand même d'autres choses pour prendre en compte cette problématique. Voilà, le gendarme seul, sur la verbalisation, ne pourra pas infléchir
Cette mortalité, c'est un fait qui est important à avoir en ligne de mire. Je rajouterais une chose, c'est que ça a des effets pervers, en fait, cette insécurité routière. C'est qu'on a un volume d'accidents qui est important. Et pendant que les gendarmes sont sur le bord de la route à les constater, parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident corporel ou un accident mortel, ça veut dire des investigations, des constatations qui font que le gendarme, pendant ce temps-là, ou les gendarmes... n'est pas sur la route pour constater d'autres... Voilà, enfin, pas forcément sur la route, mais il n'est pas forcément sur les endroits où il y a des délits qui se commettent. Donc on est un petit peu détourné d'une action qui pourrait se faire au bénéfice de la collectivité. Donc bon, ça peut être assez aride de dire que c'est une perte de temps, mais c'est vrai. À l'heure actuelle, il existe des process beaucoup plus efficaces en fait, pour gérer la sécurité routière. Et il est important que le territoire y consente. Et tant que cela ne sera pas consenti, l'insécurité routière restera importante en Nouvelle-Calédonie. Parfait. Est-ce qu'il y a des zones plus épineuses que d'autres en Calédonie en termes de délinquance? Alors, je rigole parce que ça doit être compliqué de vous poser cette question. Non, non, du tout. Je sais que c'est une question piège. Et à chaque fois que cette question est posée, on focalise sur le quartier de Saint-Louis. Est-ce que c'est représentatif finalement, vraiment, vous, dans vos chiffres? Alors, moi je dirais que c'est prendre vraiment la problématique pas forcément par le bon angle, parce qu'on focalise en faisant ça sur les zones les plus urbanisées. Alors, certes, il y a de l'agitation, c'est un fait sur le Grand Nouméa, je ne vais pas le contester, mais c'est aussi la zone où il y a le plus de gendarmes, où il y a le plus de policiers municipaux. Donc il y a vraiment du monde. En revanche, ma préoccupation, parce que j'ai le sentiment que malgré ces épiphénomènes, c'est bien pris en compte, ma préoccupation c'est plus dans les territoires où il y a un petit peu moins de gendarmes et où le délit constaté n'a pas forcément la même valeur que sur une zone urbaine. Certaines communes de brousse peuvent voir leur délinquance multipliée par 2 ou par 3. Alors, ce sont des chiffres infimes, mais au regard de la population qui est sur place, ça peut avoir des conséquences en ordre public qui sont énormes, avec des incitations, si on n'y prend pas garde, de faire justice soi-même. Et là, après, on serait vraiment dans une posture qui serait beaucoup plus compliquée à gérer. C'est ce qu'on a vécu à Port-Wenghi en début d'année 2021. Mon objectif, c'est vraiment d'être le plus réactif possible en fait, sur ces situations-là, notamment sur les communes de brousse, pour éviter des drames de cette nature. Vous pensez notamment à Koumak, là aussi, plus récemment, d'essayer de juguler les choses pour qu'il n'y ait pas de débordement de ce type? Tout à fait. Koumak, c'est un bon exemple. Hein. Donc, le sentiment d'insécurité était très très fort, alors que statistiquement, en fait, le nombre de délits était comparativement en fait, à Dumbéa, à Païta, vraiment très très faible. Pour autant, le sentiment d'insécurité était élevé et nécessitait quand même qu'on prenne des réactions, des mesures énergiques. C'est comme ça qu'on a dépêché sur zone un peloton de gendarmerie mobile, en lien avec le maire, et on a amené le maire justement à revoir également sa vision de la sécurité sur sa commune, et en lui assurant qu'on allait l'épauler dans cette réflexion. Donc on est plutôt sur la bonne voie dans ces communes, mais une fois de plus, on voit que le gendarme seul, en fait, il apporte une solution, mais il n'a pas toutes les clés du problème sur des problématiques liées au sentiment d'insécurité. Alors, autre question peut-être un peu piège, existe-t-il selon vous une délinquance politique, ce qu'on qualifierait de délinquance politique? Des zones de non-droit aussi, on entend souvent dire ça, finalement. Il y a des zones de non-droit en Calédonie où les forces de gendarmerie ne se rendent pas. Alors, moi, je n'ai pas constaté de délinquance politique, en fait, sur le territoire. Alors, je suis là depuis 3 ans. Je constate simplement que les faits que l'on a au quotidien sont des faits assez basiques. C'est-à-dire les délinquants qu'on arrête ont pour seul objectif la satisfaction d'un besoin immédiat, c'est se déplacer, manger, s'alcooliser. Donc en fait, il n'y a pas foncièrement une vocation de faire valoir une étiquette particulière.
S'agissant des zones de non-droit, l'expérience que j'ai de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il n'y a rien de comparable avec ce que j'ai pu connaître en fait dans les grandes agglomérations de la région parisienne ou les grandes villes de métropole. J'ai circulé sur le territoire librement, quel qu'en soit l'endroit, j'ai jamais eu de difficultés particulières. Je tiens à signaler que la gendarmerie exerce son action en tout temps, en tout lieu, et tous les faits les plus graves sont traités avec célérité. Donc maintenant, il n'y a pas lieu de créer des troubles à l'ordre public majeurs sur certaines zones, alors que le jeu n'en vaut pas la chandelle. On a un travail collaboratif, on peut appeler ça comme ça, mais un travail intelligent qui se fait avec les autorités coutumières. Généralement, dans 9 cas sur 10, les délinquants qui ont été repérés, ils sont remis très rapidement en fait, à la gendarmerie par les autorités coutumières, ce qui explique en grande partie également le taux de résolution que l'on constate sur le territoire. Il y a une certaine forme de participation de ces autorités-là à la sécurité de leur territoire, ce qui est plutôt une bonne chose. Qui contribue quoi, à maintenir le calme aussi de son côté. Oui, tout à fait. Moi, j'ai plaisir à voir que ce sont des autorités qui assurent une régulation. Je suis toujours surpris de voir quand elles disent qu'elles peuvent être dépassées par des comportements de la jeunesse. Moi, je les trouve très actives. Et je trouve qu'ils ont vraiment une autorité qui est respectée, qui ferait pâlir également pas mal d'élus de métropole. Ah oui, donc ça veut dire que selon vous, bon, le niveau de délinquance, c'est pas non plus catastrophique comme on peut l'entendre si on le compare à d'autres, même si tout fait délinquance, et j'imagine toujours de trop. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question-là sur le niveau de délinquance, parce qu'en fait, sur le territoire, objectivement, le territoire n'a pas un niveau de délinquance très élevé. Quand on regarde la statistique pure. En revanche, rapporté à la population, sur certains items, il faut constater que les vols de véhicules, c'est important, rapporté à la population. Les cambriolages, c'est important. Et alors, un item qui est encore plus important que partout ailleurs, ce sont les violences intrafamiliales. Donc si on règle d'abord ces violences-là, je pense qu'on aurait un taux de délinquance qui serait beaucoup moins élevé au niveau local. Ce qui contribue forcément aussi peut-être au sentiment d'insécurité. Là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était 21% des Calédoniens qui estimaient qu'ils se sentaient en insécurité. Est-ce que c'est en phase, vous, finalement, aussi avec la statistique? Alors, cette étude, elle a été établie juste avant le référendum de 2020 et celui de 2021. Donc elle est assez intéressante. Elle nous guide, elle nous oriente sur le fait que dans les endroits où les communautés sont quasiment à 50-50, les personnes, plutôt des femmes d'ailleurs, se sentent en insécurité dans le territoire où elles vivent. C'est intéressant de voir à contrario que les personnes qui vivent en milieu coutumier en fait, ne ressentent pas du tout un sentiment d'insécurité aussi fort. Alors, cette étude, il faudrait la revoir maintenant à l'aune des référendums passés, pour voir comment elle a évolué. Elle était très très ponctuelle, donc c'est une étude sur 2019-2020. Ça serait intéressant de voir si le sentiment d'insécurité a basculé ou s'il est toujours aussi important. Je voudrais juste refaire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a certains endroits, notamment en brousse, où un délit a plus d'impact sur le sentiment d'insécurité qu'il n'en a sur les communes des grands centres urbains. Donc on sait que notre action doit inclure toutes ces communes-là, ne pas les oublier, pour éviter qu'on arrive à des drames comme celui de Port-Wingui. En tout cas, est-ce que les forces de gendarmerie sont assez suffisantes pour endiguer cette délinquance? Il y a combien de gendarmes en fait, au total sur tout le territoire? Est-ce que c'est un prorata qui est bon par rapport à d'autres régions de France? Alors, rapporté au volume de la population, c'est-à-dire pour ce qui concerne la zone gendarmerie, 170 000 habitants, en fait c'est énorme. Ce qui est consenti en effectif est juste énorme. Ah oui. Le ratio que la gendarmerie a en métropole, c'est environ 1 gendarme pour 1000 habitants.
Voilà. Quand je mets tout bout à bout, on a 500 permanents, 350 gendarmes mobiles qui se relèvent tous les 3 mois, plus nos gendarmes réservistes. On a un taux qui est 4 à 5 fois supérieur en fait à ce qu'on peut connaître dans certaines communes de métropole. En revanche, il y a une certaine disparité des effectifs. Donc on a massé nos effectifs sur le Grand Nouméa, mais on le comprend aisément au regard du volume de population. Et puis il y a d'autres endroits où les brigades ont un petit peu moins d'effectifs de permanents, mais on compense en fait avec les gendarmes qui se relèvent tous les 3 mois. Ça s'explique comment, cette différence? Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus d'effectifs? C'est historique, finalement? Oui, bien sûr, je pense que c'est l'héritage des années 80. Et puis, il y a un deuxième point, c'est le fait qu'on soit sur une île. Sur une île, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'assurer le contrôle de l'ensemble de ce qui s'y passe. En plus de ça, vous faites bien de dire, on est coupé. Oui, on est coupé. Il y a un lien avec la métropole qui est quand même assez lointain. Dans le meilleur des cas, il faut en plus de 48 heures pour recevoir des renforts. Donc tout ce qui n'a pas été prévu ce jour, ce qui explique pourquoi on a des réserves importantes, tout ce qui n'a pas été prévu, il faut attendre quelques jours avant d'être renforcé. Donc c'est quand même important de se garantir cette souplesse, de pouvoir réagir à tout type d'événements qui pourraient survenir. Ça a d'ailleurs été le raisonnement à l'œuvre pour le 3e référendum, c'est de dire, oui, 15 escadrons, est-ce que c'est pas beaucoup? Oui, effectivement, c'est beaucoup. Mais s'il faut les envoyer dans l'urgence... C'est plus compliqué. Ça prendra du temps. Et on arrivera peut-être après la bataille. Donc autant les avoir déjà à demeure plutôt que d'arriver après. Alors, vous me demandez s'il y a des modes d'action particulières pour favoriser justement la lutte contre la délinquance. Je dois dire qu'on est aussi dans un état de droit, donc il faut que notre action, notamment en termes de contrôle, soit calibrée pour ne pas perturber le reste de la population. Donc c'est important pour nous de manœuvrer, d'analyser justement la délinquance pour être présent au bon moment, au bon endroit, et ne pas peser sur l'ensemble de la population, qui fort heureusement en fait n'est pas une population délinquante. Oui, bien sûr, tout le monde n'est pas dans le même sac. Voilà. Alors, très bien. On arrive à la fin de notre interview. Que retenez-vous, alors ça peut être une question un peu plus personnelle, de votre présence en Nouvelle-Calédonie après 3 années. Voilà, qu'est-ce que vous retiendrez, vous qui partez bientôt, dans vos valises? Alors, déjà une intensité forte en fait des événements, puisque j'ai eu la chance ou la malchance d'être là pendant le temps de 2 référendums, en pleine période Covid. Et à la réflexion, je me dis que finalement c'était une chance d'être ici, quand je vois comment ont vécu nos enfants, et de ne pas avoir pu sortir du Caillou, de la Nouvelle-Calédonie. Ça m'a permis d'aller voir des endroits que je mets au défi certains Calédoniens d'avoir vus. J'ai pu aller visiter les îles, m'émerveiller de Yengen, aller voir les cascades, une flore exubérante, le lagon qui est magnifique. Ça m'a permis également de côtoyer une population d'une grande générosité, mais aussi d'une grande intensité, de découvrir la culture kanak et calédonienne. Donc c'était très amusant et passionnant en fait, parce que ça implique d'introspection et puis de retour sur des valeurs humaines. Donc oui, j'ai appris beaucoup. Je sors pas indemne en fait de ce séjour de 3 ans, et puis je remercie sincèrement tous ceux qui m'ont accompagné dans cette belle aventure. Merci beaucoup, colonel, pour cette intervention. Bon vent pour la suite, et puis peut-être vous nous suivrez sur NC News à distance. Avec plaisir. Au revoir, et puis merci beaucoup.